gouvernement l'a dit plusieurs fois, quand on est partenaire, on doit d'abord se respecter. On doit ensuite garder un minimum de parallélisme des formes. On doit rester dans le cadre des accords qui nous lient. En un mot, on doit rester dans le cadre du droit. La politique de fait accompli, de déclarations péremptoires, de décisions unilatérales, nous avons dit très clairement que ça ne convient plus à l'équipe dirigeante actuelle au Mali. Je le dis parce que quand vous remontez le cours du temps, les autorités françaises avaient justifié en son temps leur arrivée au Mali par une demande de l'État malien, un appui aérien et un renseignement pour stopper l'avancée des terroristes vers le sud. Et les objectifs fixés en son temps, énoncés par le président de la République française, c'était 3. Premier, arrêter l'avancée des terroristes, détruire le terrorisme. Deuxièmement, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et enfin, faire appliquer les résolutions des Nations Unies. Barkhane a évolué dans ses missions, officiellement aussi. En 2016, Serval s'est transformé en Barkhane, avec aussi 3 objectifs. Cette fois-ci, contenir les mouvements terroristes. Il ne s'agit plus de les détruire, mais de les contenir. Aider les armées nationales à monter en puissance et aider les populations. Quand vous faites le bilan, 8 ans après, le premier objectif, détruire le terrorisme, il était résiduel en 2013, confiné au grand nord du Mali. En 2021, le terrorisme a atteint les 80% du territoire. Nous avons le deuxième objectif. À la date d'aujourd'hui, il y a des parties du territoire qui échappent au contrôle de l'autorité de l'État malien. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année, au point que cette année, notre gouvernement s'est opposé à une résolution qui a été écrite, préparée et présentée au Conseil de sécurité à notre insu. Vous tirez vous-même les conclusions par rapport aux objectifs. Barkhane, à la date d'aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de chefs terroristes ont été éliminés, personne ne les nie. Mais le terrorisme n'est pas contenu. La preuve, c'est que ça a métastasé, ça atteint 80% de nos territoires. C'est allé au-delà, ça atteint les autres pays. Maintenant, on parle des pays du Golfe. La montée en puissance des armées, nous avons assisté jusqu'à une date récente aux tueries massives des populations, de nos soldats qui sont enterrés par dizaines dans des fosses communes. Jugez vous-même du résultat. L'aide aux populations, effectivement, Barkhane fait un certain nombre d'actions sociales, mais tout le monde sait que ce n'est pas la vocation d'une armée. Mais si ça peut soulager les populations, c'est ça. Mais donc quand vous faites globalement le bilan, je crois que l'échec, le mot échec, il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est un échec stratégique, c'est un échec politique, c'est un échec tout court. Maintenant, il faut tirer les leçons. C'est tout ce que nous nous demandons. Et on devait nous asseoir pour tirer les leçons ensemble. Au lieu de cela, c'est dans les médias que nous apprenons, le 3 juin, suspension des opérations militaires, 10 juin 2021, suspension des opérations militaires avec nos forces armées de sécurité. Et l'autre jour, c'est par point de presse que nous apprenons que ces opérations s'arrêtent.
tirez vous-même les leçons. Donc on ne déforme pas la vérité. Tableau sombre, vous présentez comme bilan aujourd'hui sur cette coopération Mali-France. Pourtant, la France soutient qu'elle a été applaudie ici. Les Maliens ont applaudi l'arrivée de la France en 2013 avec l'opération Selva. Qu'est-ce qui serait passé si la France n'était pas venue en 2013 au Mali? Vous savez, je dois rendre hommage à la mémoire des soldats français et étrangers. Je ne sais pas pourquoi on ne parle que des Français. Il y a beaucoup d'Africains qui sont morts au Mali, aux Maliens, aux soldats maliens, et aux milliers de Maliens civils qui ont été tués pendant que nous avons toutes ces forces au Mali. Mais je crois que dans la communication politique des dirigeants français, ils commettent une grosse erreur. Quand des soldats français meurent ici, vous écoutez bien dans les discours, ils sont morts pour la France. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont morts pour le Mali. C'est dans les discours qu'ils le disent quand ils veulent s'attaquer au Mali. Nous pensons qu'ils sont morts pour la France, pour le Mali, pour la paix. Nous respectons. Mais, vous savez, quand on applaudissait le président français en 2013, personne n'avait imaginé que l'engagement qu'ils ont pris d'aider l'État malien à recouvrer l'intégrité de son territoire, qu'ils allaient en être l'obstacle. Cet engagement a été pris, respecté à Konna, à Gao, à Tombouctou. Arrivé au nord du Mali, c'est la France qui s'est opposée et empêché que l'État malien recouvre l'intégrité de son territoire. C'est connu, c'est documenté, tout le monde le sait. Ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Nous respectons les soldats français qui sont morts, mais ils ne disent jamais à leur population que c'est en s'opposant au recouvrement de l'intégrité du territoire malien que les autorités françaises ont créé une enclave dans le nord du Mali, où les terroristes ont été s'organiser pour revenir à la charge à partir de fin 2014, début 2015. Ils ne disent pas ça à leur population. Ils ne disent pas qu'est-ce qui s'est passé à Kidal pour que les journalistes soient enlevés. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Pourquoi ils n'ouvrent pas, ils ne lèvent pas le secret de défense pour éclaircir pour les Français les circonstances de la mort de leurs journalistes. Donc c'est un sujet, je pense, qui ne doit pas jouer sur les sentiments. Je suis très gêné d'entendre des Français qui se plaignent que leurs enfants sont morts, les Maliens apparaissent comme des ingrats. Nous ne sommes pas un peuple d'ingrats, nous sommes un peuple de mémoire et de résilience et de résistance. J'ai souvent l'habitude d'appeler que les Maliens sont morts pour la France aussi. Hollande l'a dit ici. Nous donnons le nom de Damien Boité, de François Hollande, d'autres à nos enfants. Je ne suis pas sûr que les dirigeants français, aujourd'hui, il y a un d'entre eux qui connaît le nom d'un seul soldat malien mort pour la liberté de la France. Nous n'en faisons pas de problème. Nous disons de faire attention. Le fait de vouloir toujours faire des leçons de morale aux autres, on est pris dans son propre pied. Quand la France a été occupée, c'est l'Afrique qui a servi de pays de repli pour reconquérir la souveraineté de la France. Les Américains, ils ont libéré la France. Quand à un moment donné, les Français ont estimé qu'ils n'avaient plus besoin d'eux, ils leur ont dit de partir. Est-ce qu'ils ont insulté les gens? Donc je pense qu'il faut que les dirigeants français changent, comme le disait un chef d'État récemment, de logiciel, de façon de voir l'Afrique, de façon de voir les Africains. Les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ils ne sont pas commodes. Je pense que tout se justifie par ça. Parce que les mêmes disaient, avant la rectification de la trajectoire de la transition, le même président français disait que le pouvoir en place, qui était ici aussi, comme il le dit, d'un coup d'État, a eu plus de résultats en 3 mois, que l'ancien pouvoir qu'ils ont soutenu du bout des bras jusqu'à sa chute, en 7 ans. Et pourtant, c'est un pouvoir ici aussi de ce qu'ils appellent un coup d'État. Pour moi, il y a eu une rupture de l'ordre constitutionnel qui est issue d'un soulèvement populaire qui a duré des mois, avec des morts, des blessés. Le peuple avait des exigences. Et les officiers patriotes qui ont parachevé cette lutte,
je refuse qu'on les traite d'une certaine façon méprisante, parce qu'ils sont venus sauver notre pays au risque de leur vie, de la guerre civile et du désordre. Peut-être que c'est ce que certains voulaient. Et le 24 mai, la rectification n'aurait pas réussi. Peut-être qu'il y aurait eu des affrontements entre nos militaires. D'autres peut-être auraient applaudi. Nous disons non. Les Maliens estiment qu'il faut les laisser décider de leur sort et de leur destin. Aujourd'hui, c'est le peuple malien qui peut apprécier la légitimité d'un gouvernement ou non, et non pas d'autres, et surtout avec des termes grossiers, l'injure à la bouche. On ne peut pas accepter cela. Et justement, à propos de cette légitimité, la France laisse entendre que les autorités actuelles veulent s'éterniser au pouvoir, l'une des raisons de leur départ. Quelles sont les causes profondes de cette rupture avec la France aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre? Vous savez, je crois que les dirigeants français pensent que la communication peut remplacer la vérité. Je viens de vous rappeler que c'est les mêmes qui applaudissaient la première phase de la transition, issue du coup d'État pourtant. C'est les mêmes qui soutenaient à bout de bras l'ancien régime. Pendant qu'on tirait sur les populations, les gens tombaient par dizaines. C'est les mêmes qui ont couvert des grands actes de corruption, ils le savaient. Est-ce que la démocratie veut dire que chaque fois que ce qui se fait dans un pays plaît aux autorités françaises, c'est bien. Quand ça ne leur plaît pas, c'est pas bien. La vérité, je vais vous le dire. La vérité, c'est que les nouvelles autorités, à l'issue de la rectification de la transition, ont décidé qu'on ne peut pas continuer à assister à la mort par centaines, la destruction des villages entiers, effacés de la carte, pendant que nous avons près de 50 000 forces armées sur le terrain. L'armée malienne, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, EUTM, ECAP, comptent à mourir. Un malade qui s'appelle Mali, un docteur qui s'appelle France, lui prescrit une ordonnance, il est censé le soigner parce qu'il a mal à une partie du corps, il donne 2 semaines pour le traitement, 6 semaines après, la métastase a gangréné tout le corps, le malade est obligé tout au moins de s'interroger. Et le malade a décidé de changer le médecin? Le malade a décidé, est arrivé à la conclusion, que soit le docteur, il n'est pas bon, soit il a fait un mauvais diagnostic, soit la prescription n'est pas bonne, soit la posologie n'est pas bonne. Il faut donc changer un de ces paramètres. Et nous avons décidé, tout en gardant nos partenaires, d'aller vers d'autres horizons pour diversifier notre partenariat, pour défendre les Maliens. Et c'est d'autant plus que tous les efforts pour équiper notre armée n'ont pas donné de résultats depuis 12 ans. Nous n'avons pas de vecteur aérien. Les Maliens ont fait des sacrifices de débloquer l'argent pour acheter des hélicoptères de combat. Ils savent, les autorités françaises savent comment l'argent a été détourné. Où est-ce que c'est déposé? On s'est retrouvé avec 2 vieux hélicoptères à la place de 6, qui n'ont marché que 2 ans. Aujourd'hui, avec les autorités de la transition, nous avons acheté 4 hélicoptères au même prix que 2 vieux hélicoptères qui n'ont marché que 2 mois. Nous avons acheté 6 avions. On n'en a eu que, au finish, on n'en a eu que 4 qui ne marchaient pas bien. On a acheté des avions de transport de troupes, parce que nos soldats tombaient souvent dans des embuscades. Les opérations duraient de guerre des heures, on ne peut pas les secourir. Transport de troupes. On achète avec des Européens. On bloque. On achète avec les Américains. On bloque. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez qui on ne peut pas bloquer. C'est aussi simple que ça. Et notre partenaire, à cause duquel il y a toute cette schizophrénie, c'est un partenaire historique depuis 1960. Les premiers pas de l'armée malienne, les 80% de nos officiers, les 80% de nos équipements ont été achetés avec l'ex-URSS et la Fédération de Russie. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal de coopérer avec eux? Mais on ne peut pas continuer à voir les Maliens mourir par dizaines de villages rasés et nous asseoir. Les anciens dirigeants faisaient ça. Assimi Goïta et son gouvernement ont dit non.
Tout leur problème est venu de là. Tout le reste là, c'est du blabla. C'est au Mali seulement que les officiers patriotes qui ont parachevé la lutte du peuple le 18 août 2020 ont dit clairement qu'ils sont venus parachever la lutte du peuple. Ils n'ont pas dissous la Constitution. Dans tous les pays où il y a les changements, la Constitution a été mise à côté. Ils l'ont complétée par une charte issue des concertations. Mais qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? La réalité, nous avons décidé de faire ce qui est bon pour notre peuple et non pas ce qu'on nous dit de faire. Tout notre tort est dans ça. Tout le reste là, c'est de la phraséologie. Ils veulent rester au pouvoir, ils veulent faire ceci, ils veulent faire ça. Moi, j'aurais bien voulu que ceux qui disent de faire les élections, qu'ils aillent là où on tue les gens par milliers, par centaines, parler d'élections. On ne peut pas faire des élections là où il n'y a pas de sécurité. C'est tout ce que nous disons. Et aujourd'hui, depuis 6 mois, où on est en train de nous diaboliser, c'est précisément pendant ces 6 mois et sur ces 3 derniers mois que nous sommes en train d'engranger des résultats spectaculaires plus importants que ceux que nous avons obtenus pendant les 30 dernières années. Et justement, par rapport à cette question de sécurité, on a remarqué tout de même la montée en puissance des FAMA sur le terrain. Le renseignement s'est amélioré. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement du Mali peut rassurer les Maliens par rapport au départ de Barkhane et de Takuba? Après ce départ, les Maliens peuvent-ils être rassurés, Monsieur le Premier ministre? Vous savez, dans la vie, même un enfant, il faut qu'il apprenne à se lever, tomber, se lever jusqu'à apprendre. Si on passe le temps à lui tenir la main pour traverser des obstacles, après il faut le laisser se débrouiller lui-même. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de résultat. Nos partenaires, notamment les autorités françaises, refusent de reconnaître la réalité. Nos Africains refusent de reconnaître la réalité. Vous savez, il y a 3 chefs d'État africains qui ont parlé ces derniers jours. Je suis attentivement. Vous avez mon aîné, le président Ouattara, qui a été interviewé sur un autre sujet, mais qui concerne non plus, sur le cacao. On lui a dit que les Européens s'apprêtent à refuser d'acheter le cacao qui viendrait de son pays. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que même s'ils refusent de payer le cacao ivoirien, il y a d'autres acheteurs. Ils ne sont pas les seuls. Et qu'ils n'ont pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est tout ce que nous avons dit. Sauf que cette fois-ci, c'est la vie au quotidien des Maliens. J'ai entendu le président ghanéen suggérer que 12 mois de transition suffiraient. Ça lui coûtait quoi de parler de ça avec le président Goïta, qu'ils échangent 12 mois, 8 mois, 14 mois, 16 mois, 20 mois, 36 mois. Ça lui coûtait quoi? Est-ce que c'est à partir de la France qu'on va nous annoncer ça, lors d'un point de presse? J'ai entendu le président du Sénégal, que je salue pour l'initiative qu'il a prise de s'impliquer personnellement pour résoudre cette crise. Parce que ça fait plus de tort. Ça fait aussi des torts aux populations de la CEDEAO. Ça voudrait dire de passage que vous allez revenir sur table avec la CEDEAO, dialoguer? Absolument. Je vais terminer mon raisonnement. Ces genres de discours-là, pourquoi entre nous on ne peut pas les tenir? Pourquoi on nous invective? Pourquoi on nous insulte? Pourquoi quand on envoie un calendrier à la CEDEAO, ils n'envoient pas discuter, nous dire on n'est pas d'accord? Pourquoi ils jettent ça, ils organisent des fuites, on commence à diaboliser le gouvernement? C'est pour s'éterniser au pouvoir. Mais celui qui vient au pouvoir dans ces circonstances-là, il va être renversé quelques mois après. Donc, j'ai dit ça pour dire aux Africains d'arrêter, d'aller dire en Europe ce qui est bien pour l'Afrique. Moi, je suis entièrement d'accord avec le président Ouattara. Si les Européens refusent de payer le cacao ivoirien, il y a les autres qui peuvent le payer. Mais c'est la même chose, je viens de vous dire, les Maliens meurent, les soldats meurent, on les enterre dans des fosses communes, on achète des avions de transport, on les bloque en Europe, on achète en Amérique, on les bloque, l'argent est payé. On nous empêche d'acheter des équipements, même des lunettes de vision nocturne. Mais on va chez celui
contre lequel ils ne peuvent pas, et qui est un ami historique. Il n'est pas seul d'ailleurs, je ne veux pas citer d'autres. Le Mali n'est pas isolé comme les gens le pensent. Hein. On a plusieurs partenaires, y compris sur le plan militaire. Mais comme ils font la fixation sur ça, nous parlons de ça. Cette histoire sur laquelle ils font la fixation, la première fois ils ont dit que c'était des rumeurs. Les autorités françaises, que c'est la presse. Mais c'est la CEDEAO qui a mis ça dans un document officiel les premiers. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Ils pouvaient venir voir le président, discuter avec lui. Pourquoi c'est un président d'un autre pays qui réunit les Africains pour parler aux Africains? C'est ça que nous refusons, nous récusons. Il faut respecter le peuple malien. Nous sommes un peuple réfractaire à la suggestion. C'est un peuple de résistants, de résilients. Maintenant, la CEDEAO, le Mali a la vocation africaine. Aucun dirigeant malien, sauf si on l'y oblige, ne quittera la ligne des pères fondateurs. Tous les présidents du Mali, toutes les constitutions, tous les régimes ont maintenu net le Mali a une vocation africaine. Et c'est pourquoi, malgré les écarts de langage contre nous, nous avons toujours dit que ce qui se passe entre nous et la CEDEAO, c'est une bruit dans une famille. Les gens peuvent même se donner des coups de poing, même s'injurier, mais heureusement que ce n'est jamais venu de chez nous. Nous sommes convaincus que la force du Mali, c'est dans la CEDEAO. La force des pays de la CEDEAO, c'est avec le Mali. C'est ensemble que nous serons. Aujourd'hui, les populations maliennes souffrent. Les populations sénégalaises souffrent. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver? Les populations ivraines en souffrent. Je voudrais saisir cette occasion. Nous ne cesserons jamais de le dire. De remercier nos frères guinéens, de remercier nos frères mauritaniens, de remercier nos frères algériens qui sont venus se mettre à nos côtés. Et d'autres pays africains que je ne veux pas citer pour des raisons de discrétion diplomatique, qui ne sont pas dans cette hostilité vis-à-vis de nous, même si par solidarité, ils sont avec les autres pays de la CEDEAO. Je voudrais saluer l'Union africaine pour l'initiative heureuse qu'ils viennent de prendre et dire à tous les pays africains qu'il faut parler avec nous, il faut respecter notre peuple. Quand vous respectez le Malien, vous obtenez tout de lui. Quand vous ne le respectez pas, vous n'obtiendrez rien de lui sous la menace avec l'arme sur la pointe. Ils avaient fait un mauvais calcul. Il y a des gens qui les ont renseignés, des services de renseignement, quelques personnalités, que si l'embargo est pris le 9, le régime va chuter dans la semaine. Les Français qui disent aujourd'hui qu'ils quittent, mais on leur a écrit depuis des mois pour dire si vous pouvez vous lever et partir de façon unilatérale, sans tenir compte de ce qu'on a convenu, qu'on a signé. Tous les pays avec lesquels la France parle aujourd'hui, elle n'a pas d'accord bilatéral avec eux. C'est avec le Mali qu'il a cet accord-là. Tous ces pays-là, pourquoi vous violez les principes élémentaires de la logique, de la démocratie, en prétendant que c'est pour installer un état de droit? Mais nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est tout ce que nous disons. Nous n'avons rien contre personne. Et je dis encore de façon solennelle, le peuple malien n'est pas anti-français. Le gouvernement malien n'est pas anti-français. Le peuple malien veut qu'on le respecte, veut qu'on respecte sa dignité, sa souveraineté, que des hommes, parce qu'ils se trouvent dans de hautes fonctions, ne se mettent pas à injurier notre peuple. Pourquoi ils ne se posent pas la question, est-ce que quel intérêt nous on aurait à avoir une confrontation avec la France? Notre premier partenaire historique, c'est avec la langue française qu'on communique avec le reste du monde. Nous avons, je dis, le plus grand contingent de Maliens à l'extérieur, en Europe, après la Côte d'Ivoire, en France. La deuxième communauté la plus importante en France après les Algériens. Leur poids dans notre économie est plus important que l'aide de la France. C'est des binationaux, ils travaillent en France, leur vie est liée à la France. Un gouvernement d'hommes intelligents va se mettre contre ce pays. Des millions de Français aiment le Mali, comme des Maliens aiment le France. Les dirigeants veulent créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis, il faut que la classe politique française, dont beaucoup ne savent rien du Mali, j'ai entendu certains dire récemment, mais on n'a qu'à renvoyer l'ambassadeur du Mali. Mais il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France depuis 2 ans. Et vous savez pourquoi? C'est le Sénat français qui a décidé d'appeler les ambassadeurs des pays du G5 Sahel pour leur dire de décrire la situation,
qu'est-ce qu'il pense de la situation. Notre ambassadeur, après avoir dit des bonnes choses sur l'armée française, a dit qu'il y a quelque chose sur quoi il doit tirer leur attention. Il y a des éléments de l'armée française, notamment les légionnaires, qui sont des mercenaires en réalité. Parce qu'ici, les Maliens savent, il y en a à la fin de leur contrat. Ils demandent d'être employés dans des sociétés de gardiennage ici. Donc c'est des mercenaires. Il a dit que leur comportement souvent ne donne pas une bonne image de l'armée française. Il attire leur attention là-dessus. Pour avoir dit ça au Sénat français, ils ont exigé son départ. Ils ont humilié notre État. Ils ont humilié notre pays. Et les dirigeants l'ont accepté. On a envoyé un ministre des Affaires étrangères qui allait demander pardon. On a renvoyé l'ambassadeur dans l'avion qui a amené le ministre. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'ambassadeur. Pourtant, on leur a proposé. Mais la classe politique française ne sait même pas ça. Nous avons encaissé. L'ambassadeur qui est parti, on l'a fait des mises en garde. On l'a convoqué aux affaires étrangères pour dire d'arrêter des activités qui sont de tendance à diviser les Maliens. Mais lorsque vous vous mettez à injurier notre gouvernement, notre peuple, mais la moindre des choses, c'est de dire, celui qui vous représente, il faut qu'il quitte pendant un certain temps. On n'a pas de problème. Ils n'ont qu'à demander, pourquoi tous les Maliens qui sont en France, l'écrasante majorité, soutiennent l'actuel gouvernement? Pourtant, c'est des gens qui comprennent que le gouvernement français s'introduit. Pourquoi les Maliens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont partout, soutiennent l'actuel gouvernement? Si c'est des démocrates qui réfléchissent à ça, nous ne voulons plus d'injonctions. Nous ne voulons plus recevoir des ordres, sauf de notre peuple, qu'ils viennent, qu'on discute. Toutes les portes sont ouvertes, à condition qu'on nous respecte. La question que le citoyen se pose aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, quelle sera la suite réservée à tout cela? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, j'ai entendu effectivement le président français dire qu'est-ce qui se serait passé si Serval n'était pas intervenu. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est la poule qui a mis l'œuf au monde ou bien c'est l'œuf qui est venu de la poule? Mais la situation de 2013 ne serait pas intervenue si les autorités françaises n'avaient pas travaillé à détruire la Libye. Le Mali est à 800 km de la Libye. C'est de la Libye que les terroristes sont venus. Vous mettez le feu, on vous appelle pour l'éteindre, vous éteignez jusqu'à un niveau, vous laissez le feu couver. Et on crée une situation comme si c'est pour justifier la permanence de leur présence dans notre pays. On crée Takuba. Vous avez vu avec quel temps désinvolte nos présidents ont été convoqués, avec le doigt comme ça, pour leur dire de signer qu'ils sont d'accord pour Takuba, pour régulariser. Malgré tout, on s'est entendu sur les conditions de déploiement des forces dans Takuba. On a dit, chaque fois qu'un pays est invité, il faut après qu'il ait un accord sur les conditions de déploiement de ces forces. C'est tout ce que nous avons demandé. Là encore, les autorités françaises ont cherché à induire des pays européens en erreur, en disant non, vous n'avez pas besoin de discuter avec le gouvernement malien. Nous sommes leurs maîtres. C'est nous qui vous amenons là-bas. Nous avons dit non. S'il y avait des gouvernements qui acceptaient ça, nous, on ne peut pas accepter. On a dit à nos partenaires, attendez qu'on finisse d'examiner votre dossier pour que les gens comprennent. C'est comme si vous voulez aller en France aujourd'hui. Si vous avez une invitation, ça ne suffit pas, il faut un visa. Donc les pays qui ont été invités par l'ancien gouvernement, dans le même texte, c'est écrit qu'il leur faut des discussions pour les conditions de déploiement de leur armée. C'est ce qu'on a demandé, la France a refusé. Et maintenant, les dirigeants mettent toute l'Europe pour diaboliser le gouvernement, qu'on est contre l'Europe, qu'on est contre ceci. On n'est pas contre l'Europe. L'Europe est le continent le plus proche de l'Afrique. C'est l'un de nos partenaires au développement les plus significatifs. C'est en Europe qu'il y a le premier pays qui a reconnu le Mali indépendant, l'Allemagne, auquel je rends hommage, qui continue à jouer son rôle dans le développement. L'Europe, c'est l'Italie, qui aujourd'hui c'est à discussion pour des grandes actions de développement. L'Europe, c'est l'Espagne, avec lesquelles nous avons des relations qui montent au Moyen-Âge, que nous allons mettre en exergue bientôt, où il y a des Maliens qui travaillent. L'Europe, c'est tout ça. Est-ce que nous allons nous mettre tout ce monde-là à dos?
On réfléchit quand même. Mais il y a une stratégie de nous diaboliser, de nous isoler, l'objectif étant de renverser le régime de la transition pour le remplacer par un régime docile qui va accepter des injonctions, des humiliations. Nous ne l'accepterons pas. Et qu'est-ce que la transition fait à propos pour que le partenariat se maintienne avec toutes ses puissances? Le partenariat doit se maintenir sur la base du respect mutuel. La dignité des Maliens, la souveraineté des Maliens n'est pas négociable. La dignité des autres peuples, nous ne voulons pas. Nous voulons d'un partenariat respectueux de chacun. Aujourd'hui, nous avons pris les dispositions pour sécuriser notre peuple. Je viens de vous dire que depuis 9 ans, le nombre d'exilés, de réfugiés ne fait qu'augmenter. Pour la première fois depuis quelques semaines, 50 000 réfugiés sur les 350 sont retournés sur leur place. Les dernières semaines, plus de 20 000 personnes sont en train de retourner librement chez eux. C'est quand même des signes encourageants. Et nous avons une stratégie de montée en puissance. Pourtant, c'est les mêmes militaires, c'est les mêmes hommes. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. Nous avons aussi aujourd'hui un chef de l'État qui sait d'où il vient. Il sait où il va. Il sait comment y aller. Il se donne les moyens d'y aller. Parce que ces jeunes officiers, je le dis, je le répète, sans aucune flagornerie, ils ont vécu la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations. Il y en a qui sont là-bas depuis 2002. Toutes les trahisons, tous les coups bas, toutes les blessures, toutes les humiliations que notre armée a subies, ils l'ont vécu dans leur chair et leur âme. On ne peut pas les soupçonner de ne pas être des patriotes. Et donc, quand ils choisissent un chemin, on l'explique aux Maliens. Il faut nous aider. Si on a des insuffisances, on s'assoit. On ne veut plus recevoir d'ultimatum. Arrêter un calendrier à l'extérieur, venir nous l'imposer. Arrêter un calendrier, faire du chantage pour le faire accepter, sachant qu'on ne peut pas le respecter. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous l'avons adopté déjà. Le président qui est le chef de l'État, chef suprême des armées, qui a les cartes maîtresses en main, va conduire notre peuple à le libérer du terrorisme. En tout cas, la situation actuelle, elle a commencé à s'inverser, elle va continuer à être inversée. Nous voulons que nos amis africains nous aident. Parce que le Mali, c'est une digue. Pourquoi ne pas venir coopérer avec nous? Pour comprendre, pour que cette hydre-là, on la tue. Au lieu de chercher à nous étouffer, au motif qu'il y a un régime, il y a des hommes qui ne plaisent pas à un président, à des présidents, qui veulent avoir des hommes commodes, même si les Maliens doivent continuer à mourir, pourvu qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Les Maliens ne veulent pas de ça. Et je crois qu'ils l'ont démontré le 14 janvier 2022. Monsieur le Premier ministre, les Maliens craignent beaucoup le départ des forces Barkhane et Takuba parce qu'il y avait la création d'emplois tout de même. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire comme message aussi pour les rassurer aujourd'hui? Je dois d'abord leur dire qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Le nombre de personnes qui ont de l'emploi, vous les comparez au nombre de personnes qui mouraient tous les jours. Pendant que Barkhane était là. Le nombre de personnes qui n'ont pas d'emploi, vous le comparez au nombre de personnes qu'on a expropriées, les milliers de bétail, les milliers de villages détruits. Il faut les comparer. Maintenant, les personnes qui ont de l'emploi sur Barkhane, mais ils vont chercher du travail. L'État va créer les conditions pour qu'ils puissent travailler. Avant Barkhane, ils ont existé. Et puis de toutes les façons, Barkhane serait amené à partir un jour. La preuve, c'est qu'ils se sont levés du jour au lendemain, ils disent qu'ils partent. Donc de toutes les façons, il faut que les Maliens apprennent à s'assumer. La dignité du Mali ne peut pas être échangée contre l'emploi de quelques Maliens. Il faut que ces Maliens, on les rassure. Les conditions seront créées pour qu'ils aient des emplois. Il faut qu'ils soient créatifs. Des gros investissements vont être faits au nord pour que les Maliens puissent travailler. Cette peur qui est distillée depuis quelques jours, c'est fait pour démoraliser les Maliens.
Mais ça ne démoralise personne. Je voulais donc donner l'assurance aux Maliens que l'État prend toutes les dispositions pour les sécuriser, mais aussi créer les conditions pour que les citoyens puissent avoir de l'emploi. On va finir sur cette question. Vous avez parlé du peuple tout à l'heure. Tout repose sur ce peuple. Toutes les décisions concernent le peuple. Qu'espérez-vous du peuple malien aujourd'hui, parlant de sursaut national? Vous savez, le président de la transition a l'habitude de rappeler systématiquement à chaque fin de conseil des ministres, le centre de gravité du pouvoir, c'est le peuple. Chaque fois que nous posons un acte, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple? Si oui, on avance. S'il y a des interrogations, arrêtons-nous, réfléchissons. Cherchons l'unité. Aujourd'hui, ce que nous attendons de notre peuple, il l'a déjà prouvé. Notre peuple a montré qu'il est un peuple résilient, qu'il est un peuple résistant, qu'il est un peuple fier de son histoire millénaire. Ce dont nous avons besoin, c'est le soutien du peuple, les bénédictions de nos érudits, de nos anciens. Soutien, bénédiction. Le reste, que tout le monde se mette au travail. Et nous sommes convaincus qu'à la fin de cette transition, notre objectif, celui du président de la transition, du Conseil national de transition, de toutes les autorités de la transition, c'est ce peuple-là, c'est de le guérir, le faire asseoir, le nourrir bien, le faire arrêter sur ses deux pieds, le faire marcher et qu'à la fin de la transition, il puisse courir vers son destin dans le peloton des nations africaines. On le souhaite vivement. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.